Merci. Coordination institutionnelle de la riposte avec une vision large, impact sur le système de soins, la prévention vaccinale, la coordination des acteurs et des actions préventives. Julie Durand et Dr Maxime Rancey-Collet, qui sont médecins de santé publique ARS de Mayotte. Donc, je ne suis pas le docteur Maxime Rancey-Collet, je suis Tanguy Cholin, chef du département de la sécurité et des urgences sanitaires. Il me laisse la place au vu du sujet que je vais traiter, donc un petit peu dans un sens différent. D'abord, le fonctionnement du système de santé et les impacts du choléra sur son fonctionnement durant toute cette gestion de crise. Ensuite, je laisserai Julie Durand, adjointe à la DSP, direction de la santé publique, évoquer la coordination de la riposte ARS qui a déjà été un petit peu traitée. Donc juste un petit rappel sur ce qu'est une situation sanitaire exceptionnelle et comment finalement on les traite toutes, que ça soit du choléra ou pas. Donc c'est la survenue d'un événement qui est émergent, inhabituel et ou méconnu, qui dépasse le cadre de la gestion courante des alertes, au regard de son ampleur, de sa gravité, en termes notamment d'impact sur la santé des populations, du fonctionnement du système de santé ou de son caractère médiatique, avéré ou potentiel et pouvant aller jusqu'à la crise. En plus, il faut quand même le dire, le choléra c'est une maladie qui est un petit peu particulière, elle est génératrice de craintes fondées. Dans la littérature, il y a une létalité qui est relativement importante, due à une déshydratation rapide. On ne meurt pas de choléra directement, on meurt de la déshydratation rapide qui en est induite. Et ça, c'est des données qu'on a principalement dans les pays où l'accès à l'eau et aux soins est limité. Donc c'est vrai qu'on a des chiffres qui sont relativement inquiétants dans la littérature. Et des craintes qui sont infondées. Le dicton « la peste ou le choléra » fait que c'est une maladie qui est très connue du grand public, mais in fine très mal connue en même temps, avec beaucoup de craintes associées. Avec un fort potentiel épidémique à Mayotte, parce que vous connaissez la situation, il y a une certaine partie de la population qui est irrégulière avec un faible accès à l'eau. Donc ça, c'est quand même à souligner, donc un fort potentiel épidémique. Et enfin, il faut quand même le dire, c'est une situation sanitaire exceptionnelle qui intervient déjà dans un contexte qui est très compliqué à Mayotte. On ressort, donc on a fait 6 mois de crise choléra, mais on ressort plutôt d'1 an et demi de crise. La crise de l'eau, la crise des blocages et la crise de l'attractivité et fidélisation au CHM qui fait que finalement on a un CHM relativement affaibli et donc avec une difficulté à prendre en charge des nouveaux signaux qui malheureusement ne nous attendent pas pour apparaître. Donc il y avait plusieurs enjeux, 2 grands enjeux, donc sécuriser les prises en charge spécifiquement sur le choléra et en même temps essayer de faire en sorte que le CHM continue à tourner sur le reste de son fonctionnement, puisque finalement le choléra c'est un signal qui est important, mais il y a tout le reste qui constitue 95% du reste de l'activité du CHM qu'il ne faut pas stopper. Et donc ça c'est la sécurisation des prises en charge, c'est faite par de la vaccination, formation des professionnels de santé de première ligne, de l'identification et armement de vecteurs SMUR et SDIS dédiés, armement de capacités d'hospitalisation spécifiques, acquisition de capacités rapides d'orientation diagnostique et la mobilisation de professionnels de santé sur le terrain pour casser les chaînes de transmission et éviter de nouvelles hospitalisations. On va revenir sur chacun de ces points individuellement. Donc déjà, la vaccination, formation des professionnels de santé de première ligne, on a 878 professionnels de santé de première ligne qui ont été vaccinés. Donc d'abord au CHM, la première ligne étant définie comme finalement le soignant qui prend en charge un patient dont il ne sait pas encore qu'il est suspect de choléra. Et donc finalement, c'est à ce moment-là où il y a le plus de risques de se contaminer parce qu'on ne respecte pas forcément les précautions habituelles pour la prise en charge d'un cas de choléra, ni on ne porte pas forcément de masque au moment où on ne le sait pas encore qu'il est suspect. Il y a également des modules de formation choléra en ligne et des formations sur site des professionnels de santé qui ont été dispensés, notamment par l'équipe opérationnelle d'hygiène, l'infectiologie aussi que le docteur Niang représente. Et donc là-dessus, on a essayé effectivement de rassurer les professionnels de santé pour que finalement ces professionnels de santé soient engageables dans la conduite de crise et qu'on puisse avoir finalement des services qui sont fonctionnels, y compris sur ce nouveau signal. Initialement, je ne vous refais pas l'histoire, mais c'est vrai que quand on a dit choléra au CHM, il y a eu aussi un moment de ça suffit un petit peu, quoi. Il va peut-être falloir arrêter avec les nouveaux signaux. Donc là, il y avait vraiment un enjeu de rassurer les professionnels de santé pour pouvoir à nouveau les engager dans cette conduite de crise. Et ça, c'est important.
Le deuxième point, et celui-là vraiment, je pense, qui a fait ses preuves, c'est qu'on a dédié des vecteurs, donc des vecteurs des ambulances finalement, spécifiquement au transport de patients suspects de choléra. H24, 7 jours sur 7, donc 2 à 3 vecteurs qui tournaient en permanence sur l'ensemble du territoire. Les intérêts, c'est que finalement les personnels identifiés en amont, ils sont formés, ils sont vaccinés, donc quand on les engage, encore une fois, ils ne nous disent pas qu'ils sont sur un autre terrain ou sur une autre intervention, et ils sont dès la minute 1 sur la route pour aller chercher le patient. Et deuxième intérêt assez important, on a une immobilisation beaucoup moins longue du vecteur parce qu'il est pré-bâché. Donc en fait, ensuite, la désinfection du vecteur est beaucoup plus rapide et on peut de suite repartir sur une deuxième intervention beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment absolument nécessaire pour qu'on ait une vectorisation plus rapide et donc plus efficace du patient. Je rappelle un petit peu, pour montrer aussi les différences peut-être avec l'Union des Comores, c'est que nous, on a fait le choix vraiment du tout hospitalier. Tous les patients qu'on a pu recenser, donc tous les suspects de patients, toutes les suspicions de choléra, pardon, ont été vectorisés jusqu'au CHM pour recevoir déjà le diagnostic, pour être diagnostiqués, et ensuite pour être pris en charge pour le choléra ou pour une autre maladie, puisqu'on a eu des suspects de choléra qui finalement se sont avérés être atteints d'autres pathologies diarrhéiques. L'armement de capacité d'hospitalisation spécifique avec plusieurs niveaux, et on a, Dr Nyang, on a beaucoup changé ces niveaux au fur et à mesure de la crise. Il faut aussi comprendre que la gestion de crise, elle a pu évoluer avec la pratique, puisque le choléra à Mayotte, ça faisait 20 ans qu'on n'en avait pas vu, donc on a pu aussi s'améliorer en cours d'exercice. Donc avec un premier niveau qui est l'unité choléra de 14 lits positionnée dans l'UHCD adulte, donc l'unité d'hospitalisation de courte durée adulte et pédiatrique du CHM, ça fait 14 lits. Un deuxième niveau en cas de dépassement de ses capacités pour faire 10 lits supplémentaires, soit 24 lits. Un troisième niveau pour arriver à 29. Un quatrième niveau pour arriver à 37. Et d'autres capacités d'hospitalisation spécifiques qui ont pu être testées. Donc on a eu une unité choléra au CMR de Dzoumogné à hauteur de 20 lits, qu'on a fermée à un moment donné puisqu'elle était trop consommatrice de ressources, et donc on a réévalué et on a préféré à un moment donné renforcer le site hospitalier, ce qui était plus pratique. Et on a également évoqué et acquis par l'ARS des capacités d'hospitalisation dégradées. Donc on a acheté 8 tentes entre 26 et 54 mètres carrés pour faire un capacitaire supplémentaire de prise en charge de 160 lits, avec l'acquisition de 120 lits percés, 60 chaises percées, que finalement heureusement on n'a pas utilisé, puisqu'au maximum du maximum, on avait 20 patients simultanés hospitalisés. On n'a jamais dépassé la vingtaine de patients à un instant I au même moment. Donc ça, c'est vraiment pour souligner le fait que c'est une logique de préparation et une planification plus qui a été mise en œuvre par l'ARS en lien fort avec le CHM, extrêmement fort. C'est des réunions hebdomadaires, voire plus. Et je pense que le docteur Nyang en a eu marre un petit moment de me voir, mais bon, voilà. En tout cas, ça nous a permis d'avoir un niveau de gestion et de visu sur l'activité du CHM très fin, et une capacité à se réinventer aussi au cours de la crise. Un élément aussi très important, et je pense qui a été stratégique à la fois pour le CHM pour faire du tri patient plus rapide, et nous aussi pour pouvoir intervenir sur le terrain en 15 minutes, finalement, dès le moment où on a commencé le diagnostic, c'est l'acquisition de tests rapides d'orientation diagnostique à hauteur de 6000 trottes qui sont encore dans nos bureaux, d'ailleurs à l'ARS, et qu'on a fourni au CHM en grande partie, également au SDIS et à d'autres acteurs de santé terrain, pour pouvoir réaliser ces tests qui permettent en 15 minutes et avec un taux d'adéquation de 80% environ. Donc le TROD est dans 80% des cas, donne dans 80% des cas un bon diagnostic. 15 minutes après le diagnostic, et ensuite on fait une PCR, alors désolé pour la technique, mais au bout de 3 heures, qui nous permet de confirmer le résultat positif ou négatif du TROD. Donc ces TROD, ils nous permettent d'avoir un résultat plus rapide, mais on n'a jamais abandonné la PCR qui nous permet en 3 heures de confirmer ou d'infirmer le résultat du diagnostic.
Donc ça nous a vraiment permis, et c'est important, et je pense que Julie le rappellera, sur nos actions terrain aussi, de pouvoir, dès la prise en charge du patient, 15 minutes plus tard, savoir si on part ou si on ne part pas sur le terrain, avec la Croix-Rouge qui évoquait notre collaboration tout à l'heure également avec tous ces intervenants. Et le cinquième point, alors qui est probablement le plus visuel, c'est donc la mobilisation des professionnels de santé à l'hôpital pour finalement faire tourner tout ce système, hein. À la fois directement en unité choléra, on a également renforcé le laboratoire, on a également renforcé la régulation pour permettre d'avoir à un moment donné une régulation spécifique du choléra, également pour avoir un renfort aux urgences, puisqu'on savait que des patients allaient directement se présenter aux urgences pour une suspicion de choléra sans forcément passer par le circuit habituel. Donc c'est tout ce système qu'on a renforcé, également le CMR de Dzoumognier qu'on a renforcé quand il était unité choléra. Et donc il y a deux temps finalement, un temps où l'alerte est donnée, on a les premiers cas, on a une circulation qui commence à se faire, et donc là on demande aux professionnels de santé d'activer finalement le plan blanc pour se réorganiser et pour permettre d'assurer les premières semaines de prise en charge, et ensuite dans un second temps plus un relais qui est assuré par la réserve sanitaire qui est commandée par l'ARS à hauteur de 110 réservistes. Donc un réserviste, c'est un professionnel de santé, médecin, infirmier, technicien de laboratoire, ça peut être des urgentistes, ça peut être des infectiologues, etc., en fonction des besoins. C'est des professionnels de santé qui viennent très généralement de métropole pour 3 semaines et qui viennent donner un coup de main dans des situations sanitaires exceptionnelles qui dépassent le niveau de gestion courante à Mayotte. Donc 110 réservistes mobilisés pendant 6 mois. Donc ça c'est quand même assez important. Tout à l'heure, il y avait la question de l'argent qui a été dépensé dans le choléra. Je ne pourrais pas vous dire la facture finale, mais je pense qu'elle va, côté ARS, elle va s'établir au-dessus de la dizaine de millions d'euros, assez facilement, en comptant tous ces réservistes, en comptant tout le matériel qu'on a évoqué, en comptant toutes les associations qu'on a fait intervenir avec nous. Et donc également sur le terrain, 104 réservistes mobilisés pour intervenir de manière réactive autour des cas confirmés, donc pour faire les enquêtes, pour faire la vaccination des cas contacts et de l'entourage familial, pour aller effectivement dans un rayon de 50 mètres, voire plus, comme l'a expliqué Julie tout à l'heure, et également pour donner la doxycycline, donc l'antibiotique de référence pour cette gestion de crise, et qui a permis aussi de permettre d'avoir beaucoup moins de cas secondaires des premiers cas confirmés. Donc doxycycline, antibioprophylaxie, vaccination et investigation, ça c'est le travail qui a été réalisé par ces 104 réservistes mobilisés et qui ont été coordonnés, un petit peu comme la Croix-Rouge, par la cellule de crise de l'ARS que Julie et moi en représentent. Et ensuite, depuis le 1er juillet, un second step qui est en cours, c'est-à-dire 132 réservistes mobilisés pour vacciner en préventif. Donc 100 cas avec une identification des quartiers que Julie présentera pour avoir un objectif de 40 000 personnes vaccinées dans les quartiers les plus précaires et essayer finalement d'anticiper le risque 2024-2025 puisque effectivement on le sait, ça circule toujours dans le territoire, donc dans la zone océan Indien et en Afrique, et donc on essaye d'avoir une action préventive assez forte, un petit peu d'ailleurs à l'instar de ce qui a été fait en Union des Comores. À souligner quand même si c'était moins important que toutes ces mobilisations que j'évoque, un appui des idéaux libéraux qui nous ont aidés sur toutes les actions où finalement on était en déficit de personnel pour X ou Y raison. Le territoire a su aussi nous donner un appui sur le terrain et ça il faut quand même le souligner, c'est très important. Et vraiment, alors pour faire la liaison avec ce que Julie va dire, tout ça c'est pour dire qu'il y a une articulation quand même qui est extrêmement forte entre ces actions de terrain, donc les actions qu'on a pu faire pour enrayer des chaînes de transmission et pour éviter qu'on ait des nouveaux cas, parce que justement on avait un système hospitalier qu'il fallait aussi préserver, et donc ça je pense que ça a été vu et visible, voilà, c'est vraiment les deux actions sont complètement imbriquées. Ouais, ça marche. Merci Tanguy. Donc effectivement sur la réponse plutôt communautaire, l'objectif c'était la rapidité. Donc on a fonctionné on a essayé de faire un plan d'action. On a commencé
avec le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières pour éviter que ça rentre sur le territoire, mais très rapidement, on s'est fait dépasser. En tout cas, tout le monde a été formé sur l'aspect maritime, au centre de rétention administrative. Des messages ont été passés à l'aéroport. Toutes les personnes qui revenaient d'un pays à risque étaient appelées 48 heures après avoir atterri par voie aérienne. Voilà, on a, je ne vais pas revenir sur le point 2, et puis fait toutes les actions de terrain pour chercher la rapidité et éviter la transmission en communauté. On s'est organisé à l'ARS, vous l'avez compris, on a piloté tout au long de la crise. Nous, ça a nécessité une organisation dans les services, donc identifier du personnel, créer une salle de crise, ouverte 7 jours sur 7, 8h, 18h quasiment. Et donc on centralisait toutes les informations. C'était ça l'intérêt, avoir toutes les informations avec l'hôpital en direct, obtenir les informations le plus vite possible, le numéro de téléphone des gens, enfin à peu près, pour se rendre dans leur domicile, et puis coordonner toutes les équipes terrain. Donc ça a été une volonté. On est très interventionniste à l'ARS Mayotte. Ça dénote un peu des autres interventions, des autres ARS sur le territoire français. Mais c'est une volonté aussi de ne pas surcharger les acteurs qui ont des activités à mener et à continuer sur le terrain. Et de se préparer doucement, parce que peut-être qu'un jour on délèguera complètement ce type de gestion. Pour revenir sur la chronologie, donc tout à l'heure, on nous a indiqué que le premier cas aux Comores était le 2 février, donc on s'est tout de suite mis en branle avec ce que je viens de vous... Oui, pardon, j'ai un problème avec le micro, oui, on vous suit. J'ai continué. Oui, on vous suit très bien, je pense que tout le monde est intéressé par la suite. Je continue. Donc une phase de préparation, de formation, d'identification des acteurs, de formation des acteurs. Donc c'est aussi l'intérêt d'intervenir en direct, c'est que dès ici, les équipes ARS étaient en capacité d'intervenir. Les premiers cas, ce sont les équipes ARS avec du personnel médical qui sont intervenus. Et petit à petit, délégués aux acteurs du territoire. Premier cas le 18 mars et dernier cas donc recensé le 12 juillet, toute la période de riposte où on a coordonné toutes les équipes également de réserve sanitaire sur tous les cas. Se sont démarqués plusieurs foyers épidémiques que je vous ai mentionnés là. Et puis, autre élément important, grâce au professeur Piarou qui est venu sur le territoire au mois de juin, qui a fait un plaidoyer également auprès des instances des élus locaux et de la préfecture, l'installation de rampes d'eau, mais qui arrive très tardivement, et ensuite le choix d'une campagne de vaccination plutôt préventive pour se préparer à la prochaine saison des pluies. Ici, vous avez une carte en direct, on avait tous les jours en salle de crise des cartes interactives pour envoyer les équipes par-ci, par-là, éviter les bouchons, avoir des équipes stratégiques placées partout sur le territoire. Donc sur l'information, je ne vais pas revenir beaucoup dessus, la Croix-Rouge l'a évoqué, on avait de toute façon des messages. On a formé toutes les associations sur l'ensemble du territoire au choléra, la maladie, comment on évite la peur. On a quand même le mot colère et rat dans le même mot. Sur le terrain, c'était assez visible sur la population, c'est quelque chose qui fait peur. On a eu aussi beaucoup de confusion avec le corona. Ça a été long à enlever cette idée reçue. Et après, on retrouve des actions de prévention qu'on pratique toute l'année avec les acteurs et la Croix-Rouge en première ligne. On a quand même des maladies hydriques toute l'année, de la typhoïde, de l'hépatite A, de la shigelle. Et donc ces messages-là, les acteurs du territoire sont habitués quand même à les passer. Et donc j'en arrive à ce parcours de soins, vous voyez. L'intervention en riposte, donc ça c'est tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, le CATI. Donc la désinfection, le cordon sanitaire autour du foyer. Donc là, évidemment, toutes les équipes ont été formées. Et on a constitué des équipes, alors là c'est un peu schématisé, mais pour venir à chaque fois identifier la source environnementale, faire un diagnostic, venir avec les professionnels de santé pour identifier les cas contacts, donner des antibiotiques aux cas contacts, vacciner en préventif
tout l'entourage. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'expliquais que le cordon sanitaire pouvait être très 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 large. En revanche, Samuel, je précise mon propos, sur la désinfection, on restait vraiment désinfection de la maison. C'est assez intrusif d'asperger de la javel dans un foyer, des plafonds jusqu'au sol, en mettant les matelas dehors, en les faisant sécher au soleil, en mettant tous les habits qui auraient pu être souillés également dans de l'eau de javel. C'est assez intrusif, donc on a très vite limité la désinfection à tout va. On l'a évoqué, on a maintenu la surveillance à base communautaire. Il faut savoir que c'est Santé publique France à Mayotte qui suit les données de santé. Et on avait un système en place de SBC, donc identifier des diarrhées en communauté. On l'avait mis en place il y a 1 an pour suivre les pathologies sur la crise de l'eau, enfin les symptômes plutôt, et essayer d'identifier, on a eu une épidémie de rotavirus en septembre dernier, qui a été assez costaude. Donc on avait mis ce système en place pour réagir au plus vite et éviter les déshydratations. Nous n'avons pas changé le questionnaire, on se préoccupait des mêmes symptômes, déshydratation, diarrhée. Ça nous permettait aussi de rester comparable sur une année complète. On a juste changé la conduite à tenir qui s'est adaptée à la conduite validée avec le CHM, c'est-à-dire orientation au 15, et apport de SRO en urgence par le promoteur de santé qui fait ce petit questionnaire. Ce système fonctionne encore. On va, je l'espère, donc j'ai compris qu'il a été mis en place aux Comores. Sachez que dans le plan de coopération régionale France-Comores, c'est quelque chose qui est prévu d'avoir des activités similaires sur la santé publique et notamment sur la surveillance à base communautaire. Donc on l'espère dans les années à venir avoir un système un peu commun. Alors là, c'est un exemple, donc c'est le foyer de Koungou. Les points jaunes, ce sont des cas. C'est pas exhaustif là, hein. Et les étoiles, ce sont des centres de vaccination qui ont été positionnés. Alors ce qu'on remarque là, c'est qu'on a toute la partie en dur avec le réseau d'eau qui s'arrête quasiment sur le bâti. Et puis après, on a un habitat plutôt précaire, sans voie d'accès, sans accès à l'eau au domicile. Et ici on ne le voit pas bien, mais en fait sur la géographie on peut le deviner, la rivière et tous les cas qui ont fait un chapelet autour de la rivière. Donc c'est cette photo. On a pu identifier ces facteurs de risque, c'est-à-dire c'est toujours la même cinétique, pas d'accès à l'eau potable, une fréquentation des eaux de surface. Alors ça peut être uniquement pour la lessive, mais ça n'empêche pas que les enfants à côté patochent dedans, en ont plein la bouche et finalement ça devient une source de contamination. Précarité de l'habitat, je l'expliquais tout à l'heure, vraiment la typologie de l'habitat a été hyper importante. Une promiscuité dans les quartiers et surtout des partages de toilettes, de latrines ou toilettes en dur, mais à des familles de plus de 10 personnes. Ces facteurs de risque-là nous ont permis de faire une analyse de risque sur Mayotte et de pouvoir projeter un peu la vaccination. On n'avait absolument pas les moyens de vacciner toute la population de Mayotte. On ne voulait pas tendre sur le vaccin utilisé aux Comores. Enfin, il y a déjà une tension mondiale et c'était pas la peine de l'aggraver. Donc on a travaillé avec un autre vaccin et on a choisi de cibler les quartiers à risque. Donc avec les facteurs de risque que j'ai évoqués, ça représentait environ 50 000 personnes. On n'a pas de données démographiques très précises, donc c'est beaucoup de projections géographiques. Et la présence sur les terrains nous permet de connaître là où on a un accès à l'eau potable ou pas. Et après, on a priorisé en termes de densité et de grosseur de population. L'objectif, fin juin, était de se dire on vaccine vite là où on pourrait se faire dépasser si le choléra arrivait. Donc c'est cette priorité 1 qui a été faite durant le mois de juillet et ensuite on a phasé jusqu'au petit village parce qu'on a eu quand même un foyer à Msangamuji, petit village où on ne pensait pas que ça pouvait arriver là-bas. Finalement, même dynamique, non accès à l'eau potable, fréquentation de la rivière, c'était un petit quartier, mais c'est arrivé. Donc on a pu vacciner. Alors là c'est pareil, hein, la carte elle est pas à jour. On a vacciné quasiment tout Mayotte. Maintenant, le sud a été fait également. Tous les points bleus et violets, ce sont des zones où on a vacciné. Et on a vacciné 2 tiers de la population ciblée. Il y a eu une très bonne adhésion.
quand même, avec distribution de savon systématique et de temps en temps des kits hygiène avec l'appui de la Croix-Rouge. Alors, ce que je vous dis là, en fait, ça a été fait par un nombre conséquent d'associations qui travaillent toute l'année, 60 promoteurs de santé qui sont présents et qui travaillent sur toutes les thématiques de promotion de la santé au plus proche de la population. Des associations de quartier qui se sont mobilisées, 35, c'est presque 400 bénévoles qui étaient là au moins un mois avec nous sur le terrain. Donc c'est à souligner parce que sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas venir dans les quartiers. Les médecins de la réserve sanitaire ne peuvent pas discuter avec la population. Ils ont besoin de traducteurs et ils n'ont pas la posture non plus pour rentrer dans un foyer et avoir les codes familiaux. Donc les objectifs, c'est toujours la même chose, informer, prévenir, avoir la confiance de la population et faire remonter de l'information. Et ça, c'est sur le long terme que ça se prépare. Et heureusement, donc tout ce réseau-là, associatif, il existe et il a été vraiment mis en valeur depuis la crise Covid. Et on souhaite pérenniser ce système. Les collectivités, on n'en a pas encore parlé, et je vais finir là-dessus. Ça a été très inégal. On a certaines zones où les élus, les services de la mairie ont été très présents, en prêtant des adultes relèves, des personnes qui pouvaient aussi nous accompagner sur le terrain. Certaines ont fait un plaidoyer pour mettre des robinets sur leur commune et au plus proche des quartiers. Et on a même jusqu'à mettre un centre de dépistage au sein du quartier. D'autres communes, on n'a jamais vu qui que ce soit et aucun robinet n'a pu être installé. Pendant la stratégie de vaccination, là c'est un appui sur la coordination, sur l'information de la population et un ciblage des quartiers parce qu'en fait ils connaissent particulièrement bien leur commune. La capitalisation. Aujourd'hui, ça reste une mobilisation extrêmement forte, une rapidité d'intervention, des outils créés, des associations formées qui demain pourront intervenir seules, on suppose, et une autonomisation en fait des acteurs du territoire et de se renforcer sur la riposte des maladies hydriques en général. Aujourd'hui, on parle de choléra, mais on est confronté à d'autres pathologies toute l'année. L'accès à l'eau a dû être beaucoup évoqué jusque-là dans les autres présentations parce qu'on le sait, si on améliorait l'accès à l'eau, on diminuerait toutes ces maladies hydriques. Ça a été un peu une avancée. Sur les 100 robinets qui avaient été prévus d'installer, seulement 21 sont sortis de terre. Alors il y a eu des freins de toute nature, impossibilité technique, refus de la collectivité, parce que ne souhaitant pas donner de l'eau gratuite en ce temps de crise de l'eau, alors que la majorité de la population n'a pas accès à l'eau à 24 heures sur 24, c'était un contexte très particulier. Il faut savoir que pendant les années 2000, la dernière crise de choléra, c'était 100 robinets installés très rapidement. Le Covid, c'était 150. Choléra en 2024, que 21. Mais il faut prendre en compte le contexte général et de la crise de l'eau. En revanche, on a avancé sur d'autres éléments. La distribution d'Aquatabs qui s'était jamais faite. Donc, ce serait intéressant de voir comment elle a été acceptée aux Comores. Là, nous sommes en train de l'évaluer. C'est pas très satisfaisant, c'est compliqué pour les familles de faire son propre traitement à domicile avec une pastille qui sent fort et garder cette habitude-là. Cependant, c'est des changements de comportement qui ne se travaillent pas sur 3 mois, mais qui se travaillent sur plusieurs années et on va continuer de tester avec les populations qui sont preneuses dans les quartiers où on n'a pas de solution technique pour apporter de l'eau potable. Et donc l'objectif, c'est plutôt de faire un apport d'eau sécurisée. Et donc, un appui des ONG, ça aussi, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu à Mayotte, mais Solidarité Internationale, MSF ont été présents, la Croix-Rouge est là au quotidien, est un auxiliaire d'État, mais leur expertise sur les méthodes CATI, tous les protocoles OMS, ça a été d'une grande aide. Je vous l'ai dit, un maillage fort, une forte mobilisation et ça resserre des liens et ça nous permet aussi de rebondir et de se préparer pour l'année prochaine et de petit à petit de travailler sur d'autres thématiques, sur la promotion de la santé et le changement de comportement au sein des foyers.
Et puis poursuivre les efforts sur l'accès à l'eau et l'insalubrité en général, parce qu'on le sait, tant qu'on n'éradiquera pas ça, on n'arrivera pas et on mettra des pansements. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce topo passionnant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou en visio, enfin en distanciel? Ouais. Merci beaucoup Julie, c'est saisissant, c'est passionnant. Enfin, cette session, je la trouve absolument formidable. Même si on n'a pas de choléra en Guyane, même si après tout ça pourrait être théorique, vu qu'on a énormément de migrants en provenance d'Haïti, pour imaginer que ça arrive. Mais en tout cas, sur tout ce que vous avez décrit, on a un nombre de points communs sur notre quotidien professionnel qui est vraiment impressionnant. J'ai deux questions. La première, c'est un peu une blague, mais quand même ça m'a interpellé. En pratique, quand vous demandez à tous les gens de mettre leurs vêtements dans l'eau de Javel, moi quand je fais ça, je peux plus utiliser le vêtement derrière. Honoré l'expliquait bien, on a des dosages sur le vêtement, on est à 0,05%, donc on fait en sorte de ne pas les abîmer. Et surtout, l'important c'est de convaincre, d'amener la personne avec vous pour qu'il comprenne que la désinfection est importante. Et encore mieux, aller plus loin, leur laisser de la Javel pour qu'ils soient en capacité de le refaire derrière, tout seul, en autonomie, si jamais d'autres symptomatiques arrivaient après notre départ du foyer. Donc, Honoré, je te laisse compléter, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de grandes difficultés. En tout cas, les équipes arrivaient à maintenir le protocole. J'ai une deuxième question, et c'est un point très technique, peut-être à l'un de vous deux. Margot Oberlis et moi, on est en collaboration, moi au niveau infectiologue à l'hôpital et elle dans les équipes, alors sur une autre thématique qui est le paludisme, où on essaie d'accélérer et de réduire le temps d'intervention quand il y a un diagnostic de paludisme à l'hôpital, que ces équipes puissent aller intervenir dans les quartiers rapidement. Et en fait, on a avec l'ARS de Guyane, avec qui par ailleurs on travaille très très bien depuis des mois autour de l'épidémie de paludisme, il y a un point qu'on n'a pas réussi à régler de façon réglementaire, c'est la transmission de données nominatives et numéros de téléphone depuis l'hôpital à la Croix-Rouge. Comment vous avez réglé ce truc-là? Est-ce que juste le fait que ça soit une crise majeure, ça a tout balayé, ou est-ce que parce qu'on est vraiment dans la difficulté là-dessus? Oui, ça a tout balayé. Enfin, on a des fichiers qui sont sécurisés, etc. Après, il a fallu aussi s'adapter, puisque beaucoup de professionnels de santé du CHM n'en étaient pas, finalement. Donc, en fait, de devoir fonctionner avec un réserviste qui arrive sur le terrain et qui, le lendemain, prend en charge un patient de choléra, par exemple, c'est complètement incompatible avec de la transmission de données absolument sécurisées. Par contre, le stockage de ces données, une fois à l'ARS, est complètement sécurisé. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. La gestion de crise emporte beaucoup de choses, ne serait-ce que, de toute façon, le fait d'aller chez les gens avec une équipe de médecins, avec un coup de fil en disant dans 15 minutes on est chez vous et entre guillemets on va vous donner un médicament et on va vous donner un vaccin, etc. Tout ça de toute façon c'est des freins absolument, enfin si on les considère comme des freins, on ne fait rien. Donc il y a dans une gestion de crise des choses sur lesquelles il y a une règle. On s'entoure des experts de la gestion des données pour dire, voilà, est-ce qu'on a le droit de faire, comment on a le droit de naviguer autour de ça pour que ça ne soit pas complètement irrégulier ce qu'on fait, pour qu'on apporte des garanties, mais on ne peut pas suivre un cadre réglementaire, métropolitain, sur une gestion où jusqu'à certains jours, les pires jours qu'on a pu faire, c'était l'enfer, on a eu jusqu'à 20 cas en une journée, avec des équipes à dispatcher, et à la fin de la journée, on en avait fait 18. On avait désinfecté 18 maisons, vacciné 18 familles, traité 18 familles. Si on s'occupe, si la transmission de données sécurisées à ce moment-là devient quelque chose qui nous fait perdre du temps, on divise ce chiffre de 18 personnes traitées par 2, et le lendemain, on a 50 cas secondaires supplémentaires. Donc il faut faire des choix. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non. Ok, et ben, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci beaucoup pour ces interventions, merci beaucoup pour ces 3 topos qui ont été vraiment super intéressants, très complémentaires. Et comme le disait Loïc, nous en Guyane, on n'est pas concernés par le choléra, en tout cas aujourd'hui. On ne souhaite pas que ce soit le cas demain. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment passionnant, c'était hyper stimulant aussi de vous entendre, et notamment sur la surveillance à base communautaire. Parce que voilà, nous on essaye de la déployer en Guyane et pour le moment on peine un petit peu. Et moi j'avais peut-être juste une dernière question sur la mise à disposition, enfin la distribution des pastilles d'Aquatab. Donc c'est des boîtes qui sont, avec un nombre limité de comprimés. Comment est-ce que vous voyez la suite du coup sur la mise à disposition de ces comprimés, sur la gestion logistique des stocks, la mise à disposition, etc. au niveau des communautés? Aujourd'hui, on a des stocks qui sont arrivés en fait sur le territoire grâce à la crise de l'eau, qui n'était pas du tout destinée à des populations très précaires, mais à l'ensemble de la population. On n'a pas eu besoin de les distribuer, donc on a pu taper dans ces stocks-là. En revanche, c'est pour ça qu'on l'évalue aujourd'hui. C'est pris pour un comprimé, c'est quelque chose d'extérieur qui peut s'acheter en pharmacie, mais on pourrait le remplacer par une goutte de Javel. Javel qui est présent dans absolument tous les foyers, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. Et alors là, avec un accompagnement plus, mais ça se fait aux Comores, ça se fait à Madagascar, donc peut-être qu'un jour, on arrivera à autonomiser les familles avec un produit qu'ils ont à domicile. On commence à le faire en Guyane aussi, mais tout doucement. Merci, on viendra prendre d'expérience. Avec plaisir. Merci beaucoup, je pense que c'est l'heure de la pause, alors bonne pause.